Bonjour, aujourd'hui on vous propose une nouvelle vidéo de témoignage avec Carole qui nous a fait l'amitié de venir jusqu'en banlieue parisienne pour nous parler un peu de son parcours d'ancienne malade, on peut le dire. Donc merci beaucoup Carole. Je précise qu'on s'est rencontrés grâce à la Maison Perchée, parce qu'on a fait ensemble un webinar auprès de l'entreprise Orange, je crois qui a aidé un certain nombre de gens à comprendre ce qu'était le TOC. Et donc merci beaucoup d'être là. Et je pense que ton parcours est très éclairant à plus d'un titre et donc je suis ravi que tu sois là. Donc est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? Ouais, avec plaisir. Ravie d'être là aussi, notamment parce que moi, mon parcours, donc, pour me présenter rapidement, donc Carole, je suis effectivement de Nantes, donc j'ai fait un petit parcours pour venir ici, mais j'ai souffert de TOC donc en deux parties, moi. J'avais d'abord des TOC plutôt où je supportais pas qu'on déplace mes objets, et j'avais des TOC de répétition, donc j'appuyais 6-7 fois sur la lumière, voilà, avec beaucoup de pensées aussi. Derrière, et puis ça a disparu au bout d'un an, on sait pas trop pourquoi, et ensuite ça a réapparu quand j'étais en classe prépa, mais là sous forme complètement différente, où là c'était vraiment des tocs liés à la propreté avec une énorme peur de mourir. Et donc là c'était je relavais 15 fois mes assiettes, je supportais pas de boire dans certains verres, enfin voilà, je pouvais pas manger avec mes mains, bref, un enfer. Ça a pas mal évolué, ça a duré je pense, ouais, 3 ans, et du coup, avec vraiment de façon exponentielle. Au début, ça allait, c'était à peu près gérable, j'arrivais à peu près à les cacher. Et puis à un moment donné, c'est devenu trop important pour que je puisse le cacher, j'ai dû limiter mes sorties, c'était compliqué au travail. Et donc là, du coup, je me suis dit, mais en plus, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai, Et donc c'est là où j'ai vu l'AFTOC, et du coup, je me suis dit, ouf, je suis pas toute seule, ok, c'est une maladie, je suis pas folle. Et du coup, ça m'a pas mal aidé. Bon, eh ben merci pour cette présentation très complète qui déjà répond à la plupart des questions. Peut-être pour revenir au début, Oui. est-ce que tu peux nous dire ce qui avait déclenché, tu dis il y a eu clairement deux phases dans tes Ouais. TOC, qu'est-ce qui a déclenché la première crise, on va Mm. dire? Est-ce qu'avant ça tu avais tu sais, des signes un peu précurseurs? On Ouais. sait qu'il y en a beaucoup, notamment Mm. chez les enfants, les adolescents. Et voilà, à quoi tu imputes un petit peu les TOC que tu as eus? Ouais, il y en a eu, effectivement, en fait, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse qui n'étaient pas associées à des crises d'angoisse. Enfin, en fait, je me réveillais, je faisais des cauchemars en pleine nuit, complètement paniquée. J'allais voir mes parents, et puis mes parents me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais beaucoup de pensées déjà à ce moment-là, en fait, en me disant, mais est-ce que vous avez des masques? Enfin, voilà, je me faisais pas mal d'images dans ma tête, et j'étais vraiment paniquée. Donc, il y a eu quand même les crises d'angoisse. Et je pense que du coup, les tox, ça a été vraiment déjà à cette époque un peu le moyen de canaliser mes crises d'angoisse. C'était à quel âge? Je devais avoir, j'étais en CM1, on a Ouais. 7-8 ans à cet âge-là. 9 ans, je 9 ans, crois. même, on est un peu plus vieux. Ouais, je me rappelle, j'étais à peu près en CM1. Et donc je pense qu'il y a eu à la fois ça, et à la fois l'aspect aussi où j'avais pas confiance en moi, beaucoup de doutes, et du coup c'était aussi un peu cette envie de me dire, si jamais je déplace pas ça, ou si jamais j'appuie 4 fois sur la lumière, il va rien m'arriver. Donc il y avait aussi un peu pas mal de pensées autour de ça, et donc en fait le doute plus le stress et l'anxiété. C'est les ingrédients du TOC en général, Voilà. ça se répète souvent. Et tu avais consulté à ce moment-là, pendant cette première Ouais. phase, est-ce que c'était de ton plein gré? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont un peu amené Ouais. à voir quelqu'un? C'est mes parents, démunis parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler notamment mes crises d'angoisse, et parce que j'avais une amie aussi qui leur a dit oh non, faut pas toucher ça, Carole elle veut pas. Puis du coup ils se sont dit pourquoi faut pas toucher, enfin c'est quoi. Mais alors j'ai peu de souvenirs, mais a priori d'après mes parents, ils ont pas du tout, enfin la psychologue a pas du tout diagnostiqué que c'était des TOC ou des crises d'angoisse. C'était une psychologue. C'est une Ah, psychologue, ouais. Une psychologue, et apparemment voilà, elle a ni, enfin elle leur a pas parlé de crise d'angoisse, pas parlé de TOC, ça s'est pas ultra bien passé en plus, elle s'entendait pas du tout avec ma mère. Et voilà, du coup, on a fini par arrêter les séances. Et mystère, quelques mois après, ça finit par disparaître. ça a disparu complètement Complètement. et c'est réapparu quelques Ouais, années plus tard, dans une occasion particulière, c'est assez ça. propice. Tu peux peut-être en dire un peu plus. Ouais, du coup, je suis rentrée en classe préparatoire, donc beaucoup de stress. En plus, je pense que, enfin voilà, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Encore une fois, une perte de confiance. Enfin, j'ai retrouvé vraiment les deux ingrédients de perte de confiance en moi, beaucoup de stress. Et alors là, du coup, c'était reparti. Le combo Ouais, c'est ça. magique. Ouais. Exactement. Sachant que moi je suis partie aussi. Enfin, avant, j'ai eu une phase de boulimie. Ça, c'était un peu la phase d'avant où j'ai connu, je pense pour pallier ça, avant d'avoir l'aspect. Donc j'étais déjà très anxieuse. Et en fait, j'ai compensé avec une phase de boulimie. Jusqu'au moment où j'ai arrêté, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que c'était aussi une maladie et que c'était pas terrible et qu'il fallait que j'arrête. Et là, c'est là où mes torts ont réapparu. Donc en fait, il y a eu vraiment un switch
entre les deux, quoi. Tu avais réussi à sortir de la boulimie toute seule, Ouais, par la seule force de la volonté finalement. là, ça a été ça, ouais. Mais malheureusement, ça aboutit à autre chose de pas souhaitable. Enfin, C'est ça, exactement. bon, Voilà. écoute, c'est la vie. Et du coup, donc les tocs repartent Ouais. en prépa. Et là, en revanche, ils se sont pas arrêtés tout seuls. Non, là, au contraire, je pense qu'en fait, je m'étais un peu dit que comme j'avais réussi à vaincre la boulimie toute seule, ça allait faire pareil pour les tocs, j'allais aussi réussir à m'en sortir toute seule. On peut dire que c'est en général pas la bonne stratégie Non. d'ailleurs de se dire qu'on va sortir tout seul du TOC ou qu'il va partir tout seul, ça ne marche pas. Non. Bon, Pas du tout. Bah, ça a été une très mauvaise stratégie parce qu'au lieu que ça s'apaise, en fait, ça a augmenté et de façon vraiment exponentielle. Et là, en fait, je me suis dit, bah, à un moment donné, c'est plus possible. Enfin, je peux vraiment plus vivre comme ça. Et l'élément déclencheur, ça a été aussi, donc il y a eu le confinement, premier confinement, je suis rentrée chez mes parents. Et en fait, je vivais à l'époque avec mon ex-copain qui, lui, bah, voyait bien que c'était un peu pénible, mais bon, il s'en accommodait parce qu'il était assez tolérant. Mais mes parents, par contre, c'est pas du tout passé. Et donc je pense qu'en fait je m'étais pas rendu compte aussi de la gravité parce que bah, avec lui ça se passait plutôt bien, je le cachais pas mal au boulot, je le cachais pas mal avec mes amis, donc en fait ça se passait. Mais mes parents en fait m'ont vraiment renvoyé aussi le fait mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Du coup ils m'obligeaient en fait à me dire mais n'importe quoi, arrête de laver ça, arrête, enfin mange là-dedans, arrête de faire ton cinéma. Et en fait moi je me mettais à faire des énormes crises d'angoisse parce que c'était hyper compliqué. Et je me suis dit, bon, ok, là, en fait, c'est grave et il faut que je fasse quelque chose. Et puis surtout, je me disais, mais c'est quoi? Enfin, je mettais toujours pas le mot sur est-ce que c'est un TOC? Enfin, qu'est-ce que c'est concrètement? Tu ne mettais pas à ce moment-là un Non. mot sur ce que tu avais. J'avais vraiment du mal à me dire, ok, en fait, c'est un TOC. Et surtout, dans ma tête, je savais pas du tout ce que c'était que les TOC. Et donc, bah, c'est vraiment là où je me suis renseignée, je suis tombée sur l'AFTOC et je me suis dit, ouf. Juste avant ça, tu disais que tu le cachais un peu devant Ouais. tes amis, ton entourage. Ils étaient au courant, mais tu évitais de faire des rituels devant eux, ou tu leur cachais complètement tout. Ouais. Tu leur Non, cachais. je leur cachais. En fait, j'avais super honte de ce qui m'arrivait. Et donc, je leur cachais complètement. Et en fait, j'avais développé plein de stratèges pour faire les choses très discrètement. Et du coup, en fait, je leur cachais complètement. Donc, il n'y avait que mon ex qui était au courant. Et ça, c'est un drame, c'est qu'on trouve toujours en fait une porte de sortie, une Ouais. issue pour le cacher aux autres. C'est Et ça. du coup, en fait, ça entretient, ça alimente le TOC. Mais c'est vrai on est toujours très inventif quand il s'agit de cacher ça aux autres. C'est ça. Mais c'est malheureux finalement. Mm. Et tu dirais que vraiment au pire de ta maladie, qu'est-ce que ça t'empêchait de faire au quotidien? Tu disais que c'était problématique avec tes Ouais. parents, mais est-ce que ça t'empêchait de sortir? Jusqu'où c'est allé finalement le TOC pour toi? Ouais, ça a été au pire en fait, c'était un enfer dans le sens où j'arrêtais de sortir avec mes amis parce que pour moi c'était trop compliqué, ça générait trop de crises d'angoisse, enfin de lutter contre le TOC et donc c'était un enfer, donc j'arrêtais. Ça m'obligeait à mentir aussi à mes amis parce que souvent j'étais obligée de leur cacher, donc enfin de mentir sur certains trucs qu'on me demandait, etc. Donc c'était enfin pas du tout confortable pour moi. C'était super dur aussi de me sentir ultra incomprise, enfin, du coup, parce que mes parents me renvoyaient vachement de trucs de t'es bizarre, c'est pas normal, etc. Donc, enfin, là, c'était assez dur. Et vraiment, en fait, je pouvais. Enfin, j'en étais au stade, les activités, c'était devenu super compliqué pour moi. Je faisais l'équitation, enfin, au milieu des chevaux, avec tous les trucs de propreté. Un enfer, enfin, ouais, j'étais vraiment là, quasiment plus rien à faire. Et en plus, c'était en plein pendant le confinement, donc pandémie. Enfin, la santé, etc. Donc voilà, mes parents revenaient des courses, moi c'était impossible pour moi d'y aller, ils revenaient, je leur demandais de tout désinfecter, enfin du coup c'était un enfer, voilà. Alors, par rapport à ce que tu dis sur tes parents, Ouais. une réaction humaine, hein, évidemment, l'AFTOC a fait une vidéo avec un psychologue clinicien de Montpellier Ok. qui fait une thèse sur ce qu'on appelle l'accommodation familiale, et donc je le mettrai en description de Ouais. la vidéo parce qu'il donne un peu des clés sur comment l'entourage peut essayer de se comporter, parce que c'est pas facile et ce que tu dis l'illustre bien. Donc voilà, on vous encourage à regarder cette vidéo. Oui, puis c'est intéressant parce que moi à ce moment-là, mes parents ont commencé à s'intéresser au sujet quand ils ont compris que j'en faisais pas exprès. Mais au TOC. Au TOC, ouais. Et alors comment ils en Mais- sont venus, et toi aussi comment t'en es venu finalement Ouais. à mettre un mot là-dessus et à aboutir à l'AFTOC? Comment c'est venu? Bah, c'était en fait à force de. Je crois que je suis d'abord passée par le prisme crise d'angoisse, Ouais. où du coup je me suis dit ok, je fais des crises d'angoisse. Et en fait, dans les éléments associés aux crises d'angoisse, il y avait le TOC. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je vis. Et donc je me suis dit, ok, en fait, du coup, je redéveloppe des TOC. Et donc ensuite, j'ai commencé à me renseigner. Donc c'est là où je suis tombée sur l'AFTOC, où je me suis dit, ok, je suis pas toute seule, ok, c'est une vraie maladie. Et après, du coup, le fait d'en avoir parlé à mes parents, enfin, je leur en ai parlé en fait en leur disant, mais en fait, c'est une vraie maladie, j'en fais pas exprès. Et d'ailleurs, regardez, enfin, renseignez-vous, parce que j'en fais pas exprès. C'est là aussi où on a réassocié au fait que ça m'était déjà arrivé avant.
Et là, du coup, mes parents ont cherché des ressources. En fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et du coup, c'est aussi là où c'était assez précieux de pouvoir pousser. Donc là, je trouve les vidéos super utiles parce que c'est assez compliqué en fait d'avoir des aspects pédagogiques pour que du coup les parents puissent se renseigner et mieux comprendre. C'est un problème, on essaye de le résoudre à notre mesure. Ouais. Et le fait que tes parents s'informent, est-ce que ça a aidé dans la relation avec eux ou le quotidien? Est-ce que ça a soulagé Ouais, quand même notamment parce que déjà ils ne culpabilisaient plus. Enfin, en fait, avant pour eux c'était arrête de faire ton cinéma. Et en fait, après ça a changé. Hein. Ok, c'est pas facile. Et bon, après il y a eu d'autres passages parce que du coup, c'est là aussi où j'ai commencé ma thérapie, donc qui a bien marché. Mais pour eux, ça allait pas assez vite. Donc en fait, après, on est rentré dans d'autres conflits de ça va pas assez vite, voilà, faut prendre de la médication, etc. Il y avait quand même un changement, mais déjà, c'est un message. C'est finalement, quand l'entourage est mieux informé, exactement. ça facilite les choses. Donc c'est aussi qu'il y a un message qu'on peut faire passer, c'est que le malade peut être informé, mais il subit quand même la maladie. C'est beaucoup plus facile quand l'entourage immédiat est informé. C'est ça. Et alors, tu disais que tu as fait une thérapie. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as trouvé un thérapeute? Parce que c'est pas si évident que ça. Non. Déjà, est-ce que peut-être tu avais assisté à des groupes de parole de l'AFTOC? Comment t'en es venu? Et après, comment s'est passé concrètement ton traitement? Ouais. Du coup, j'avais regardé sur l'association. Enfin, du coup, j'avais vite vu que pour traiter les TOC, c'était plus efficace, c'était la TCC. Donc je me suis dit, ok, faut que je trouve un psychologue qui est spécialisé en TCC parce que c'est vraiment ça du coup que j'ai envie de faire. Et donc j'avais regardé du coup sur l'association des psychologues qui adhèrent à la FTCC. Très bien. On est en train de faire une vidéo là-dessus, donc c'est très bien. Parfait. Merci, c'est de la bonne pub. Ouais. Et en tout cas c'était super pour trouver du coup un psychologue. Donc j'en avais d'abord trouvé un parce qu'à l'époque j'étais encore sur Paris. Ouais. Et donc du coup j'avais commencé à trouver un psychologue du coup sur Paris avec qui j'avais commencé une première approche de la TCC. Ça m'avait aidé, mais ça avait été assez long. Là, à ce moment-là, on n'avait pas parlé médication, parce que j'arrivais à peu près à compenser. Mais du coup, voilà, on faisait l'exercice. Et ensuite, quand je suis arrivée à Nantes, du coup, j'ai rechangé pour trouver une autre psychologue. Et là, on est rentré plus profondément dans les exercices. Et en fait, je pense que moi, j'avais aussi switché sur le fait que j'avais vraiment envie de m'en sortir, etc. Et donc là, on a commencé à parler médication. Donc, je suis allée voir une psychiatre en complément. Ouais. Du coup, j'ai essayé de prendre des antidépresseurs. Bon, sur moi, ça n'a pas trop fonctionné. Où ça a été un peu. Voilà, je sais que ça marche très bien pour d'autres personnes. Moi, ça n'a pas super bien fonctionné. Par contre, j'ai pris des anxiolytiques, ce qui m'aidait quand même à faire du coup des thérapies. Enfin, à m'exposer. Et là, c'était ultra efficace pour moi, la TCC. Parce qu'au début, tu as commencé la TCC sans médicaments. Ouais, c'est ça. Il y a un moment où ça devenait plus difficile, peut-être en arrivant à des expositions plus difficiles. Et c'est là que les anxiolytiques ont joué un rôle et t'ont permis de franchir un cap. C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu la période où en fait, j'avais du mal à faire mes exercices et à m'exposer parce que ça me provoquait des crises d'angoisse. Moi, ce qui m'aidait beaucoup en parallèle, c'était de faire la méditation pour les calmer. Donc, je faisais beaucoup d'exercices de respiration. C'est super, parce qu'en fait, c'est un cas type, c'est vraiment le bon exemple. Donc, vas-y, la méditation pour calmer, juste après les expositions. Exactement. La méditation, et puis mon premier psychologue m'avait donné la technique de cohérence cardiaque. Révolutionnaire pour moi. Ça m'a vraiment aidé à fond. Et donc, en fait, quand j'avais le temps de faire la méditation, plus de la cohérence cardiaque après mes expositions, c'était super efficace et je m'en sortais. Par contre, je suis rentrée en fait dans une période aussi où au travail, j'avais quand même pas mal de travail. Et donc, j'avais plus le temps en fait de faire à la fois ces expositions et ces phases de méditation. Et donc là, en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir des grosses crises d'angoisse, etc. Là où j'ai commencé aussi à faire ma démarche d'en parler, ma démarche de RQTH. On va en parler juste après. Donc ça a été ça. Et vraiment, voilà, c'est là où je me suis dit, je peux plus, en fait... j'ai besoin d'autres choses. Et donc c'est là, en fait, où voilà, j'ai testé les antidépresseurs qui n'ont pas trop marché. Mais du coup, les anxiolytiques m'ont aidé à compenser. Et il y a eu un autre élément, c'est qu'en fait, on m'a aussi dit... j'ai eu un peu cette pression de mais tu t'en sortiras pas sans antidépresseur. C'est un peu le message que j'ai eu. Et en fait, moi, ça a été aidant finalement pour moi parce que je me suis dit, ok, mais en fait, j'ai envie de prouver que si c'est possible de s'en sortir en fait. Parce que des fois, on peut et on veut. Et voilà, j'ai envie, grâce à la TCC, alors sans thérapie, c'est pas possible, hein, clairement. Mais je me suis dit, en fait, bien accompagnée avec ma psychologue, j'en ai parlé avec ma psychologue quand même. Et en fait, elle m'a dit, si vous avez envie vraiment, en fait, avec les anxiolytiques, plus de vous en sortir avec la TCC, on renforce la TCC. J'ai eu aussi un aménagement de poste au travail. Ça m'a aidé à vraiment me mettre à fond dedans.
Et du coup, c'est là où vraiment ça a été Donc, ça a déclencheur. été, alors, j'en profite pour, on peut s'en sortir Ouais. sans antidépresseurs, c'est pas du tout obligatoire. Le traitement de première intention, c'est la TCC, mais souvent ça se passe comme toi, c'est-à-dire qu'on commence. Alors, souvent, on a du mal à commencer la TCC tellement les angoisses sont fortes, donc on commence par prendre des antidépresseurs, ou l'autre cas, c'est quand on avance dans la TCC, on arrive, et donc là, c'est plutôt ton cas, mais c'est pas du tout obligatoire. Dans mon cas personnel, j'ai pris rien du tout. La TCC seule a suffi parce qu'elle était très bien faite, donc voilà, c'est pas obligatoire, c'est vraiment pas obligatoire. Alors maintenant, tu as parlé travail, c'est un gros enjeu justement de travailler quand on a des TOC. Finalement, toi, tu as fait une démarche un peu particulière dont on va parler. Tu étais en cours de TCC, c'est ça. Mais malgré ça, j'imagine c'était une gêne pour ton travail. Donc comment elle se matérialisait cette gêne avant de parler de la démarche en elle-même? Du coup, dans des aspects très concrets, en fait, pareil, j'étais déjà obligée de le cacher parce qu'au début, je n'osais pas en parler. Et donc, typiquement, j'avais des tasses. En fait, je travaillais dans le domaine de la RSE, donc l'environnement, c'était quand même un gros enjeu. Et pour moi, boire dans une tasse qui n'était pas ultra lavée, c'était super compliqué. Donc, au début, j'étais obligée de cacher que je buvais dans des bouteilles d'eau. Et en fait, j'avais aussi un problème de conscience parce que pour moi, ça me posait problème en fait de boire dans des bouteilles d'eau alors que je travaillais sur les enjeux environnementaux. Je voyais bien que c'était un problème. Et en même temps, j'arrivais pas du tout à boire dans une tasse pas lavée, donc du coup, c'était super compliqué pour moi. Ou alors, je passais une demi-heure à relaver ma tasse dans les toilettes. Enfin, voilà, c'était un aspect très concret. Mais qui pollue quand même beaucoup le quotidien. Quoi. C'est ça. Et finalement, face à ça, donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire? En fait, je me suis dit, il y a eu deux aspects. Déjà, c'est que ça me posait quand même, éthiquement parlant, des vrais problèmes de fonctionner comme ça. Et j'avais pas le temps de vraiment faire ma TCC. Et donc, au moment où je me suis dit, ok, il faut que j'y aille à fond. C'est ce qu'on s'était dit avec ma psychologue, c'est la TCC seule, ça peut marcher, mais par contre, il faut la faire à fond. Et je me suis dit, je peux pas la combler, la faire en ayant un boulot super prenant, sans aménagement, c'est pas possible. Donc du coup, j'en ai parlé, j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai parlé à ma responsable. T'en as parlé à ta supérieure hiérarchique? À ma supérieure hiérarchique, d'abord. Donc voilà, avec qui j'avais des bonnes relations, donc c'était facile. Après, j'avais aussi un autre élément, c'est qu'à ce moment-là, je commençais à travailler sur le sujet du handicap. Donc je commençais aussi à savoir, moi j'accompagnais tout le temps aussi des personnes qui étaient en situation de handicap, et puis j'arrêtais pas de leur dire, c'est hyper important d'en parler, c'est comme ça que vous pouvez avoir des aménagements de poste. Puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, Carole, tu peux pas continuer de dire ça, et toi, ne pas en parler. Ce qui était dur, c'est que moi, la mission handicap, c'était moi. Donc en fait, je pouvais pas me parler à moi-même. Heureusement, on travaillait aussi avec une personne externe. Et ça, c'était assez facilitant. On avait un expert externe qui venait. Et donc en fait, je lui en ai aussi parlé d'abord. J'ai commencé d'ailleurs par lui en parler à lui. Ensuite, du coup, ça a été facilitant. Il m'a conseillé d'en parler aussi à ma supérieure. J'en ai parlé à ma responsable. Et du coup, tout cumulé, on a pu se dire, ok, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soulager mon quotidien? Et donc concrètement, c'est passé par un aménagement de poste. Donc en fait, je pouvais du coup aménager mon temps de travail, donc commencer plus tôt, plus tard, faire des pauses quand j'en avais besoin. Et donc par exemple, si je m'exposais, et par la suite, je prenais une pause et voilà, c'était ok, et c'était admis. Ensuite, j'avais plus de télétravail aussi, parce que ça me permettait du coup d'aménager plus facilement mon temps, de faire mes exercices facilement, donc c'était facilitant. Et après, c'était aussi le fait de me dire, ok, en fait, à un moment donné, si en réunion, j'ai besoin de m'absenter parce que là, j'ai une crise d'angoisse, je m'absente. Et le fait de faire tout ça, ça m'a aussi déjà aidé à me dire, ok, c'est pas grave de faire une crise d'angoisse, parce qu'avant, j'en faisais aussi, parce que je me disais, faut pas que je fasse de crise d'angoisse, je suis en réunion, faut pas que je fasse de crise d'angoisse. Et évidemment, on en fait une. Et donc voilà, tout cumulé, ça a été facilitant, plus la RQTH. Alors, c'est deux choses différentes finalement. Là, tous les aménagements que tu décris, c'était simplement un accord presque verbal avec tes responsables, un aménagement presque informel. C'est ça. Et la RQTH, ça a été autre chose, c'est ça? Alors, la RQTH, en fait, ça a été facilitant. Alors, peut-être dire ce que c'est la RQTH. Oui, cool. Donc, je te laisse, tu maîtrises. La RQTH, du coup, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est un titre de reconnaissance administrative d'une situation de handicap. Il y en a plusieurs, mais au travail, c'est la RQTH qui est la plus communément admise, et voilà. Il y a l'invalidité aussi, mais c'est autre chose. Donc là, on va vraiment parler de la RQTH. C'est ça. Donc comment t'en as entendu parler et comment tu as fait la démarche? Comment on fait pour initier cette démarche? Alors du coup, moi, encore une fois, ça a été facilitant parce que je travaillais sur le sujet de handicap. Donc tu savais que ça existait. Exact. Donc je savais que ça existait et j'accompagnais plein de personnes à faire le dossier. En revanche, ce que je ne savais pas, c'est est-ce que les TOC pouvaient être considérés comme une situation de handicap et pouvaient être éligibles à la RQTH? À la base, pour moi, non. C'est aussi pour ça que j'ai tardé à faire la démarche, parce que je me suis dit, je suis pas sûre que ça puisse être une situation de handicap. Et puis, en fait, en parlant justement à notre expert externe, il m'a dit, mais si, Carole, à partir du moment, en fait, c'est quoi la définition de handicap? Ouais, c'est une situation dans laquelle on se retrouve en difficulté.
Du coup, moi, c'est mon cas. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, je peux faire cette démarche de RQTH. Et du coup, j'ai monté un dossier. En fait, on monte un dossier, fait quelques pages. C'est un peu chronophage, mais c'est pas ultra compliqué. On peut se faire accompagner. Souvent, du coup, il y a des missions... Enfin, si vous êtes en entreprise, il y a des missions handicap. Et donc, en fait, les missions handicap aident très souvent à monter des dossiers RQTH. Ils se trouvent en ligne. On peut l'avoir sur les sites de la MDPH. Oui, c'est ça, c'est les maisons départementales, Ouais, c'est auprès des maisons c'est ça. départementales du handicap Exactement. qu'on dépose Ouais, le dossier de c'est RQTH. ça. Et ce dossier, il est étayé par tes psys, par tes Ouais, médecins, ouais. c'est bien en fait de mettre le maximum de pièces justificatives. Donc moi du coup j'avais mes dossiers du psychologue, j'avais aussi donc des lettres qui expliquaient, j'avais aussi des lettres de mon médecin. Enfin il faut forcément le faire remplir par un médecin. Donc comme les psychologues aujourd'hui sont pas reconnus comme médecins en tant que tels, il faut la partie soit remplie par un psychiatre, soit par notre médecin traitant. Moi en l'occurrence du coup j'étais encore suivie par mon médecin traitant, donc D'accord. c'est mon médecin traitant qui l'a rempli. Et mon médecin du travail qui m'accompagnait aussi beaucoup a complété et a rajouté un mot pour appuyer le dossier. Mais globalement, tu disais c'est un peu chronophage, mais c'est pas non plus sorcier, quoi. Il faut Non, obtenir un certain nombre voilà, de documents, preuves, si mais on veut, mais exactement. ça se fait Non, assez bien. moi je l'ai fait en une après-midi, enfin même pas, en 2 heures. Donc en fait, voilà, c'est en 2 heures, mais en prenant mon temps, parce qu'en même temps, le temps de récupérer mes pièces, etc. Et après, en fait, ce qui est important, surtout de rédiger, c'est la partie parcours de vie, où là, il faut raconter en quoi, en fait, ça impacte notre quotidien. Et donc ça, c'est une partie qui est super importante, parce que souvent les MDPH lisent principalement cette partie-là. Et donc c'est important de vraiment décrire concrètement dans une journée type en quoi ça nous impacte et en quoi la RQTH du coup serait bénéfique dans une situation. Et justement, c'est à ce moment-là que tu indiques les aménagements dont tu as Ouais, besoin. C'est toi qui les proposes, c'est ça? c'est ça en fait, on peut soit les proposer en illustrant et souvent en fait on peut aussi discuter avec la médecine du travail la médecine du travail elle va nous faire des préconisations d'aménagement de poste. Et donc, du coup, si on l'a en amont, on peut dire déjà de quoi on bénéficie aujourd'hui, mais qu'on en a besoin pour appuyer et l'avoir dans la durée. Parce qu'en fait, en fonction des entreprises, on peut avoir des aménagements, mais c'est pas courant forcément. Et surtout, c'est dépendant du bon vouloir de l'employeur et du bon vouloir de la médecine du travail et du bon vouloir de la situation. Ouais. Et donc, la RQTH, moi, on me disait souvent que c'était une assurance dans la durée. C'est qu'on l'a, ensuite on n'est pas obligé de la transmettre à son employeur, c'est quelque chose qui est personnel. D'accord, c'est intéressant. Ouais. C'est pas mécaniquement transmis Non, à l'employeur qui sait. Bon, dans ton cas, ça l'était parce que tu avais fait les démarches oui, en amont, mais exactement. l'employeur n'est pas Non, forcément au courant. complètement. Et donc on peut l'avoir et la ranger dans un tiroir et la ressortir que quand on en a besoin. Ça c'est aussi un point bénéfique. C'est d'ailleurs très concrètement, si Ouais, un jour tu as une crise, que tes collègues viennent te voir, c'est à ce moment-là que tu sors et tu dis, voilà, moi j'ai un ouais, aménagement. exactement. D'accord. Et l'autre avantage c'est aussi que sur la RQTH, il n'y a pas le nom de la pathologie qui est indiqué. Donc ça, c'est quand même aussi un autre énorme avantage, surtout sur les pathologies qui sont pas hyper sexy, où on n'a pas hyper envie de le dire. Ouais, un peu tabou. Voilà, exactement. Et en fait, le fait d'avoir la RQTH, c'est aussi intéressant, parce que moi, des fois, ça me permettait à la fois de légitimer ma situation, en disant, en fait, c'est une vraie situation de handicap. J'ai pas un aménagement juste pour faire plaisir ou pour faire joli, en fait, c'est une situation de handicap. Moi, déjà, ça m'a rassurée et ça m'a apaisée parce que j'étais légitime. Et en plus, le fait d'avoir cette RQTH sans le nom de ce que j'avais, ça me permettait de dire je suis en situation de handicap, mais j'avais pas forcément besoin de nommer ce que j'avais concrètement. Et c'était une sécurité, c'est-à-dire que toi, au-delà de ton cas personnel, tu Ouais, penses que finalement c'est mieux que ouais, que ça soit pas oui, qu'on sache pas la nature exacte du complètement. handicap. Moi, j'ai accompagné beaucoup de collaborateurs, soit en situation du coup de TOC, soit en situation de bipolarité ou schizophrénie, qui étaient ultra contents et soulagés de pouvoir avoir cette RQTH pour bénéficier des aménagements de poste sans avoir besoin de nommer la pathologie. Et il y avait des collaborateurs que j'accompagnais, j'ai jamais connu en fait ce qu'ils avaient concrètement, juste le fait qu'ils avaient une RQTH et besoin d'aménagement. Et toi, tu penses que c'est bien que les collègues, sans qu'ils sachent forcément quoi, mais Ouais, sachent qu'il y a quand même que la personne a cette qualité, tu penses que c'est bien que ça se sache dans l'entreprise? Il ne s'agit pas de le crier ouais, partout, mais est-ce que tu penses que ça peut aider, soulager ou ça dépend de ouais. chacun, Je pense que ça dépend de Ouais. chacun, mais après moi j'y vois quand même deux avantages. Le premier c'est que je pense que plus ça va être reconnu, en fait, enfin moi je sais que le fait d'avoir fait la démarche, il y a eu 2 personnes par la suite qui avaient des TOC, qui sont venues me voir et qui m'ont dit Carole, je sais que tu as une RQTH pour tes TOC, que tu as des TOC, est-ce que, enfin moi en fait j'en ai aussi, est-ce tu peux en parler? Et du coup il y a notamment une personne qui a été super soulagée, elle a changé de poste, etc. Par le fait d'en avoir parlé et parce que j'en avais parlé en amont. Donc je pense que déjà ça peut permettre à d'autres personnes de se sentir ok pour en parler. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant plutôt que de rester dans un mal-être.
Et l'autre aspect, c'est aussi bah, en fait, de permettre aux collègues de pouvoir aussi nous aider potentiellement. En fait, si on est en situation de crise et qu'on est démunis, bah, en fait, ils sont au courant, il y a moins de jugement, ils peuvent être au courant et venir nous aider. Et ça, bah, ça fait quand même une charge mentale en moins. Et quand on a des TOC, on en a beaucoup de charge mentale. Donc, après, ça dépend. Il ne s'agit pas de donner des indications générales. Mais en tout cas, dans ce cas, on voit en effet les vertus que ça peut avoir. Exactement. La RQTH, ça dure combien de temps? Alors, souvent, c'est accordé, la durée est variable. Donc, ça peut être accordé sur une durée de 2 à 2 ans minimum, souvent, jusqu'à à vie. Dans la situation des TOC, c'est rarement accordé à vie, parce que, heureusement, on considère que c'est évolutif. Et du coup, voilà, donc dans le cas, par exemple, de ma situation, ma RQTH, elle va être valable, elle a été donnée pour 4 ans de mémoire, elle va être valable jusqu'à l'année prochaine. Et ensuite, bah, comme j'ai plus de TOC, je pense que je ne vais pas faire la démarche de la renouveler, parce que j'ai guéri. Parce que tu as guéri. Et exactement. c'est la MDPH qui a décidé que ça durerait 4 ans, ou oui. c'est toi qui as dit bah, on va la mettre pour... Non, c'est la MDPH qui statue. Exactement. En fonction justement de la description qu'on met dans la situation de vie et puis des recommandations du médecin. Et ensuite, on peut la renouveler. Donc par contre, une fois qu'elle arrive à expiration, 6 mois avant, on peut faire une démarche de renouvellement. Et en fonction du coup de la situation, bah, si on n'a pas évolué, qu'on en a encore besoin, demander le renouvellement. Et en général, c'est plus facilement accepté. D'accord. Et à l'inverse, si jamais on n'en a plus besoin, comme j'espère que ce sera ton cas dans un an, si tu changes de travail, finalement, personne ne le saura, c'est quelque chose, ça ne suit pas ton dossier professionnel, c'est une crainte que les gens ont parfois, que ça, le droit à l'oubli, mais voilà, c'est pas quelque chose qui te colle à la peau, non, pas du tout. Non, pas du tout. Et là, par exemple, bah, moi, dans ma situation, j'ai changé de travail récemment. J'ai fait le choix de redonner ma RQTH parce que, voilà, moi, je suis plutôt promotrice de ça, mais en revanche, voilà, si demain je rechange, bah, je pourrais faire le choix de ne pas la donner. Enfin, ça reste très personnel et mon employeur n'aurait jamais su que je l'avais si jamais je ne l'avais pas mentionné sur mon CV et si jamais je ne l'avais pas communiqué. Ouais, on voit que finalement ça protège beaucoup. Est-ce que tu verrais toi des risques finalement à ce statut? Je ne dis pas qu'il y en a, mais est-ce que toi qui as une expérience directe, est-ce que tu as peut-être connaissance de gens qui l'ont eu pour qui ça s'est moins bien passé et pourquoi? En fait, le seul, à la limite, risque que j'identifierais, ce serait plutôt... j'en identifie quand même 2. Le premier, c'est au niveau du recrutement. En fait, on peut faire le choix, même si on l'a, on fait le choix aussi, ou non, de l'indiquer sur son CV. Il y a pas mal de personnes, du coup, qui l'ont indiqué sur leur CV. Parfois, ça a été quand même discriminant. Donc, il faut savoir que ça existe encore, la discrimination, face à la RQTH. Souvent, en fait, parce que ça fait peur. Donc voilà. Après, il y a aussi maintenant les quotas des 6%, donc au contraire. Oui, mais on le dira voilà. Après, que finalement, les entreprises, elles ont presque un intérêt, même l'obligation, non? Oui, c'est ça, l'obligation. Donc voilà, ça peut être à double tranchant, mais il y a encore de la discrimination, donc ça peut être un risque. Après, voilà, au contraire, ça peut être valorisé, au contraire. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a aussi certains collaborateurs qui m'ont dit, bah, moi, j'avais ma RQTH, je l'ai donnée, et puis ensuite, j'ai pas bénéficié de beaucoup d'accompagnement. En soi, c'est pas un risque, la personne n'a rien perdu à l'avoir donné, mais du coup, l'accompagnement n'était pas très proportionnel au fait de l'avoir donné. Et donc, finalement, ça dépend, mais ça, c'est très propre à chaque entreprise. Et j'ai l'impression que ça évolue quand même, que les entreprises mettent maintenant de plus en plus de démarches vraiment concrètes. Et plus on va exprimer aussi ses besoins derrière, bah, ça ouvre le dialogue aussi avec l'entreprise, en fait, le fait de donner sa RQTH. Et donc ensuite... oui, bien sûr. J'ai l'impression que c'est notamment dans les grosses boîtes, c'est très développé, ce qui est une bonne chose. Complètement. Alors du coup, oui, tu disais, les entreprises, elles ont besoin d'avoir 6%, sinon il n'y a pas un système de pénalité, peut-être que tu sauras m'éclairer un peu plus. Exactement. Du coup, pour les entreprises de plus de 20 salariés, enfin 20 ETP si on est très précis, les entreprises doivent avoir minimum 6% de leur effectif en France déclarés en situation de handicap, donc par les titres qu'on a évoqués. Et donc si les entreprises n'atteignent pas ces 6%, elles doivent reverser ce qu'on appelle une contribution à l'organisme qu'on appelle la GFIP, et du coup qui récolte ces contributions. Et c'est des contributions qui sont très élevées. Enfin, nous, à titre d'exemple, on avait 1% à peu près dans mon ancienne entreprise de personnes déclarées en situation de handicap, et on payait quasiment 1 million de contributions à la GFIP. C'est énorme. Donc c'est par an. Donc ça peut vite monter. Finalement, le message qu'on peut dire, c'est qu'une boîte n'a pas intérêt à discriminer, à rejeter une personne qui est arrivée avec ce statut. Au contraire, parce qu'il y a des considérations très pratiques, financières, qui font que ça peut être très lourd. Exactement. Bon, je crois que c'est très clair sur la RQTH. Je pense qu'on a mieux compris ce que c'était, comment ça se faisait. Un autre aspect de ton parcours que je trouve intéressant, c'est que tu témoignes beaucoup, tu en parles beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et question même encore plus simple, pourquoi est-ce que tu témoignes autant? La première raison, c'est que moi, quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, j'ai été super contente d'avoir des témoignages.
Et donc je me dis, bah moi enfin ça m'a soulagée en fait de me dire que j'étais pas seule. Et donc bah si je peux rendre l'appareil déjà, bah avec plaisir. Donc il y a ce premier aspect-là. Et je pense que si c'est un sujet, enfin le TOC c'est pas du tout connu aujourd'hui. C'est une maladie voilà, dont on parle pas assez à mon sens. Et notamment parce que bah, plus on va en parler, moins ça va être tabou. Enfin, aujourd'hui c'est assez tabou et je pense que voilà, il y a aussi cet effet-là de détabouiser, je sais pas trop si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Lever leur voile voilà. sur là-dessus. Exactement, plutôt de le rendre moins tabou et en fait que les personnes se sentent libres de pouvoir en parler sans se sentir stigmatisées ou enfin voilà, sans avoir ces aspects-là. Et donc pour moi, au contraire, enfin, c'est important d'en parler pour que les personnes puissent trouver de la ressource, se sentir potentiellement s'identifier, trouver aussi voilà, d'autres éléments, et puis pour que ça devienne naturel et qu'on puisse parler du TOC comme le fait de fumer, entre guillemets, enfin voilà, que ça puisse être vraiment très naturel. Il veut sans dire que je suis aligné à 100% avec tout ce que tu viens de dire. Et moi je trouve que ton parcours il est admirable pour tous ces aspects-là. Là tu viens de donner énormément d'informations sur la RQTH qui est quelque chose de méconnu. Même nous les animateurs de l'AFTOC on ne sait pas toujours trop parce qu'il y a peu de gens qui franchissent le pas. Grâce à toi maintenant ça bénéficiera à tout le monde. Et je te remercie, ça fait plus de 30 minutes qu'on parle, c'est passé très vite. Merci beaucoup pour ces informations et bon retour à Nantes. J'espère que tu ne rateras pas ton train à cause de moi. Merci beaucoup et merci encore à l'AFTOC pour tout ce que vous faites parce que c'est précieux. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère aussi intéressantes.